Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui se stabilisent après les mouvements heurtés des 2 dernières séances. Le CAC 40 tourne autour de l'équilibre à mi-séance, rejoignant peu ou prou le niveau des 7000 points. Vous aurez dans un instant les infos clés du jour à mi-séance en Europe. Des actions en Europe, des indices actions qui évoluent sans véritable tendance aujourd'hui. En attendant, quelques éléments statistiques importants à suivre côté américain cet après-midi, à commencer par le baromètre de la consommation au mois de janvier avec les ventes au détail qui seront publiées tout à l'heure. On a été resté sur une déception sur cet indicateur au mois de décembre avec une baisse de 1,9%. Les économistes attendent un rebond assez significatif de plus d'1,5% pour les ventes au détail du mois de janvier sur un mois. Et puis ce soir, après la clôture des marchés européens, quelques précisions peut-être sur la trajectoire de la politique monétaire américaine avec la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui se tenait fin janvier, 25 et 26 janvier. Les minutes du FOMC seront publiées donc ce soir à 20h heure française. Voilà pour les éléments qui vont jalonner cette séance. Nous parlerons de stratégie d'investissement avec nos invités en plateau et notamment nous allons profiter de la surperformance des actions européennes pour parler du cas d'investissement européen spécifiquement, et puis nous parlerons plus généralement de l'investissement inclusif et comment est-ce que l'industrie de l'investissement, l'industrie de la gestion d'actifs peut mieux inclure les femmes, des femmes qui investissent moins que les hommes. C'est un constat qui est fait notamment à travers une étude qui a été menée pendant plus d'1 an par les équipes de BNY Mellon, et la directrice générale de BNY Mellon en France, Anne-Laure Frischlander-Jacobson, sera avec nous en plateau pour détailler cette étude et ses conclusions. Des marchés donc qui reprennent un petit peu leur calme après les mouvements heurtés des 2 dernières séances. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen. Une once d'optimisme, mais surtout de la prudence à Paris. L'indice apprécie l'accalmie à la frontière russo-ukrainienne. Et puis, les bonnes publications d'entreprises constituent elles aussi un facteur satisfaisant. Il n'en demeure pas moins que le marché reste très attentif quant à l'impact des tensions inflationnistes sur le rythme de normalisation de la politique monétaire de la Fed et plus globalement des autres banques centrales. Pour rappel, aux États-Unis, en janvier, les prix à la consommation ont atteint un pic de 40 ans, sans compter que les prix à la production ont poursuivi leur ascension avec une hausse de 9,7% sur 1 an. Ce soir, le marché sera donc particulièrement attentif à la publication des minutes de la réunion de janvier du comité de politique monétaire de la Fed. Plus près de nous, au Royaume-Uni, en janvier, l'inflation a atteint 5,5% sur 1 an, un inédit depuis mars 1992. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré hier sur CNBC que la BCE pourrait mettre un terme à ses achats d'actifs dès le 3e trimestre, sans pour autant relever ses taux d'intérêt dans la foulée. Sur le plan géopolitique, donc, on retient que si le ministère russe de la Défense annonçait hier le retrait partiel de troupes basées à la frontière ukrainienne, Joe Biden s'est attelé à nuancer l'événement, une opération selon ses dires à vérifier, le président américain estimant qu'une invasion reste une possibilité. Focus sur quelques valeurs. Air Liquide progresse, le géant des gaz industriels se dit confiant dans sa capacité à faire croître cette année sa marge opérationnelle courante hors énergie, et ce malgré un contexte inflationniste. Coface est en nette hausse, l'assureur Crédit a dégagé un résultat net record en 2021. Il entend poursuivre l'exécution de son plan stratégique dont les objectifs au travers du cycle sont confirmés. Et puis la Française des Jeux bondit. L'an dernier, le groupe de jeux d'argent a engrangé un profit de 294 millions d'euros, en hausse de quasiment 38% par rapport à 2020 et de 46% par rapport à son niveau d'avant-crise sanitaire. On relève aussi que l'activité de la Française des Jeux s'est révélée sans précédent avec un total de mises avoisinant 19 milliards. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Parlons des tendances de marché pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Marie Delessac qui est à mes côtés en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Oui, quelques tendances qu'on arrive peut-être à observer en cette première moitié de premier trimestre 2022. Il y a peut-être un acquis sur lequel tout le monde peut s'accorder, c'est le retour de la volatilité. Donc volatilité statistique autour de l'inflation, volatilité des banques centrales et volatilité des marchés. Au-delà de cette première tendance, il y a une tendance qu'on arrive à discerner également, qui est celle de la surperformance des actions européennes sur ce premier mois et demi écoulé de l'année 2022, Marie, notamment par rapport aux actions américaines, qui n'est pas forcément une tendance de marché naturelle, historique en tout cas. Et donc la question est, quels sont les fondamentaux, peut-être même ex post, qu'on peut mettre derrière cette tendance, et est-ce que c'est une vraie tendance? Oui, alors effectivement, ce que je voulais un peu, c'était prendre un petit peu de recul sur la volatilité très court terme qu'on a actuellement, notamment géopolitique. Et quand on regarde un peu plus les fondamentaux, on voit qu'il y a peut-être quand même quelque chose de plus positif pour l'Europe par rapport aux zones géographiques et principalement les États-Unis. Sur les 4 points principaux, qu'on regarde l'environnement économique, les politiques monétaires des banques centrales, la dynamique des résultats en Europe et la valorisation et la performance des marchés. Finalement, ces 4 points-là nous amènent effectivement au constat qu'il y a probablement quelque chose qui peut se passer pour l'Europe sur les prochains mois. En termes d'environnement économique, aujourd'hui, la croissance économique de la zone euro, le consensus attend 4% de croissance à peu près sur la zone euro en 2022. C'est une croissance qui est largement supérieure au potentiel. Et une fois n'est pas coutume, c'est une croissance qui est supérieure à celle attendue aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, on attend à peu près 3,7% de croissance économique et qui a en plus été un petit peu revue à la baisse ces dernières semaines aux États-Unis. Donc là, même l'environnement économique de croissance, on est encore dans la phase de rebond, de réouverture des économies. On le voit très bien en Europe. Et donc ça, c'est vraiment plus favorable à la zone euro qu'aux États-Unis. Sur cette partie-là, Marie, c'est un peu la bonne nouvelle du jour. On voit les communications des États sur la levée des restrictions sanitaires, des levées qui sont en train de s'accélérer un peu partout en Europe. Et ça confirme l'idée, oui, que le rattrapage n'est pas terminé et qu'il y a quand même une solidité, une résilience derrière les 4% de croissance anticipée qui est plus importante peut-être que ce qu'on observe aux États-Unis. Effectivement. Alors, ça vient aussi du contexte global et notamment le point suivant, c'est l'inflation. Aux États-Unis, vous l'avez dit, l'inflation est à 7,5%, c'est très élevé. Ça commence à peser sur le consommateur. On l'a vu sur les chiffres de vente de détail du mois de décembre. On verra cet après-midi ce qu'il en est sur le mois de janvier. Mais c'est une crainte qui existe. En Europe, l'inflation est effectivement élevée. On est à 5%. Hein. Mais pour l'instant, elle est due principalement à l'énergie. L'inflation sous-jacente en zone euro, elle est à 2,3%. Donc plus mesurée. Et on n'a pas encore ce phénomène qu'on voit aux États-Unis d'inflation des coûts salariaux. Et de ce point de vue-là, effectivement, ces effets de second tour que l'on craint ne sont pas encore d'actualité en zone euro. Et donc la zone euro a probablement un peu plus de marge de manœuvre devant elle. De même que la Banque centrale. Et donc le deuxième point, après l'environnement économique, c'est effectivement les banques centrales et les politiques monétaires. On est dans un contexte qu'on n'avait pas vu depuis quelques années de resserrement des politiques monétaires. On est surpris de semaine en semaine par le ton beaucoup moins accommodant des banquiers centraux qui s'expriment les uns après les autres. De ce point de vue-là, en zone euro aussi, on a un peu plus de marge de manœuvre par rapport aux États-Unis. En zone euro, les anticipations de hausse de taux de la BCE pour 2022 sont de 50 points de base. Monsieur Villeroy de Galhau nous l'a rappelé hier encore. Il faut arrêter d'abord les achats d'actifs de la BCE avant de pouvoir augmenter les taux. Là, pour le coup, tous ceux qui ont pris la parole se sont accordés sur ce sujet. Et s'il s'arrête effectivement au troisième trimestre, on peut avoir des hausses de taux de la BCE en 2022. Mais effectivement, on estime que 50 points de base anticipés, c'est déjà bien pris en compte. Et contrairement à la Banque centrale américaine, on n'aura pas de retrait de liquidité. Voilà. Ça resterait une position de politique monétaire en zone euro, même avec 50 points de base de hausse de taux, qui resterait accommodante
en absolu et surtout en relatif, par rapport à la Fed. Okay. Voilà. Donc c'est effectivement là-dessus que ça joue en faveur de la zone euro. C'est le relatif. Après, il y a les surprises. Donc effectivement, on peut toujours être surpris. Et ça risque d'amener de la volatilité. On n'aura pas un marché en ligne droite en Europe de surperformance où la volatilité dans cet environnement de resserrement de politique monétaire. On va se questionner. Existe, oui, les questions vont rester ouvertes pendant quelques temps encore. Voilà. Troisième point favorable à l'Europe, les résultats des entreprises. Ouais. Cette saison de publication des résultats du 4e trimestre 2021, elle est très bonne en Europe. On en est pour l'instant à moins de la moitié des entreprises qui ont publié. Donc elle n'est pas finie. Mais de ce qu'on voit pour l'instant, il y a beaucoup de surprises à la hausse. On est à un niveau historiquement élevé de surprises à la hausse par rapport à la moyenne historique. Il y a plus de 60% des entreprises qui publient au-dessus des attentes. On parle de résultats, de chiffre d'affaires, des deux et de chiffre d'affaires. Des deux. Et effectivement, sur les deux données, ce sont des niveaux historiquement élevés. Alors, on a une croissance pour l'instant des résultats des entreprises sur le 4e trimestre qui est supérieure à 40%. Par rapport au 4e trimestre 2020. Ouais. Donc, c'est très élevé. On n'est pas sur les niveaux de croissance qu'on avait sur les autres trimestres de 2021. On a une stabilisation, et c'est normal. Le plus fort du rebond est derrière nous, mais on reste quand même sur des niveaux élevés, avec des résultats à peu près 6% supérieurs à ce qu'on attendait. Donc là, on a un environnement, environnement qui est bien, et qui est aussi tiré par les ventes. Et en même temps, le marché commence quand même à prendre en compte un effet sur les marges. Bien sûr. Oui. Parce qu'on voit que les surprises sur les résultats sont plus élevées que les surprises sur... les surprises sur les ventes sont plus élevées que les surprises sur les résultats. Donc c'est le premier effet de pincement. Mais quand on regarde ce qu'on attend pour cette année, parce que c'est aussi le futur qu'on achète quand on investit en bourse, les ventes, la croissance des ventes est quasiment équivalente à la croissance des résultats attendus. Ce qui montre bien que le marché anticipe déjà un pincement sur les marges. Donc c'est effectivement pris en compte. Là aussi, je ne dis pas que ça se fera de façon très linéaire et ça amènera de la volatilité. Non, mais le marché est conscient des enjeux, on va dire ça comme ça. Le marché est conscient des enjeux. Le marché attend à peine 7% de croissance des résultats en Europe. Avec une croissance économique de 4%, on peut dire que c'est quand même plutôt raisonnable. Ouais. Voilà. Conservateur, on dit, c'est ça ? Exactement. donc voilà, tout ça nous fait dire que l'Europe peut avoir... Et en termes de valorisation, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a toujours en tête l'idée que les actions européennes sont moins chères que les actions américaines. Est-ce que cet écart est sur des niveaux très importants par rapport à l'historique ? Est-ce que ça se resserre quand même un petit peu, Marie ? On se stabilise, en fait, depuis l'année dernière sur l'écart. Mais effectivement, par rapport à l'historique, c'est quand même assez important. Aujourd'hui, on a un ratio cours sur bénéfice pour les 12 prochains mois sur l'Europe autour de 14 fois. On vient de 18 fois en 2020. Donc, on a quand même pas mal baissé la valorisation des entreprises. Plus qu'aux États-Unis, où là, pour le coup, on reste entre 19 et 20 fois. Et effectivement, cet aspect valorisation est important parce que dans cet environnement de marché, en général, la performance, elle est faite par les résultats des entreprises. Et c'est la progression des résultats des entreprises qui est importante. La valorisation, elle ne devrait pas augmenter, voire peut-être même un petit peu baisser. Mais ce n'est pas sur une hausse des valorisations des entreprises qu'il faut compter pour cette année. Donc, vous êtes confiante et confiant chez le monde Rothschild Asset Management qu'il y a du potentiel encore pour les actions européennes en relatif par rapport aux actions américaines. C'est quoi le risque principal ou les risques à surveiller qui pourraient mettre à mal cette idée-là et ce scénario, Marie, et qui pourraient peut-être d'ailleurs renverser à nouveau le leadership en relatif, toujours, en faveur des actions américaines À très court terme, c'est le risque géopolitique de conflit en Ukraine. Ça, clairement, on se retrouverait peut-être dans si on cherche des similitudes avec le passé, dans un événement tel que 2011-2012, où on sort de la crise, de la grande crise financière, et la zone euro est engluée dans la fameuse crise de la zone euro, et retombe. Donc, effectivement,
un conflit, mais vraiment jusqu'au boutiste, on va dire, en Ukraine, ça poserait des problèmes de prix de l'énergie et d'approvisionnement qui, là, aurait des conséquences plus en zone euro qu'ailleurs dans le monde. Et donc, effectivement, on arrive sur un sujet de croissance. L'autre risque, mais qui est un peu plus lointain, on va dire, c'est une politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui est vraiment beaucoup plus agressive et qui, là, remet en cause vraiment la croissance mondiale. Voilà. Bon. On restera quand même pour l'instant sur l'idée de la surperformance des actions européennes qui se vérifie encore aujourd'hui au moment où on se parle. Merci beaucoup Marie. Marie Delessac qui était avec nous en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Oui, c'est un enjeu mondial, industriel pour la gestion d'actifs dont on va parler à présent avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, directrice générale de BNY Mellon IM en France. Anne-Laure, bonjour et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Non, vous faites bien de me corriger. Le sujet est quand même la question de l'investissement et les femmes. Vous avez mené une très grosse étude qui a demandé beaucoup de mois d'enquête. Plus d'un an. Oui, c'est ça. Plus d'un an d'enquête. Alors, pour comprendre pourquoi il y a un sujet aujourd'hui entre les femmes et l'investissement et peut-être même entre l'industrie de la gestion d'actifs telle qu'elle est structurée et les femmes. Je place l'enjeu sans exagérer au niveau où il doit être. Mieux inclure les femmes dans l'investissement au niveau global et c'est le monde qui change. Alors, maintenant, je vous laisse détailler effectivement les points importants, les points clés de cette enquête, ce qu'elle vous apprend et quels enseignements on en retire. Oui, alors on a fait cette étude au sein de 16 pays. On a interviewé 8000 personnes, 100 asset managers qui représentent 60 trillions de dollars. Et puis on s'est rendu compte, le résultat est poignant, puisque l'enjeu, c'est vraiment de renouer urgemment le dialogue entre les femmes et l'industrie financière, puisqu'on s'est aperçu que les femmes n'investissaient pas ou très peu. Et si elles investissaient au même rythme que les hommes, ça représenterait 3200 milliards de dollars qui seraient investis. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les disparités, puisque c'est une étude qui est globale, donc on a vraiment des disparités entre les zones, entre les générations également. Et si on regarde certaines zones où les femmes investissent, ça a été assez surprenant et assez parlant. Et moi, j'ai été particulièrement surprise de me rendre compte que finalement, les 4 zones sur lesquelles on voit les femmes qui investissent le plus sont l'Inde, le Brésil, les États-Unis et la Chine. Intéressant. Et parallèlement, celles où elles investissent le moins, on va retrouver le Japon sans grande surprise, la Suisse, l'Italie et la France. Alors, il y a dans certaines régions, finalement, pas de stéréotype entre l'investissement, les questions d'investissement et les genres. Notamment en Inde, on voit beaucoup les femmes qui s'intéressent à l'investissement et qui gèrent les finances de la famille. Donc ça, c'est vraiment un aspect culturel très fort. Et puis là, cet aspect générationnel, où finalement, plus elles sont jeunes, plus elles s'intéressent à l'investissement. Mais au global, on s'est rendu compte quand même que plus de 28% des femmes ne sont simplement pas intéressées par l'investissement. D'accord. Alors, quelles sont les raisons de ce manque d'intérêt? Qu'est-ce qui bloque? Il y a 3 raisons principales. La première barrière, c'est le barrage du revenu. C'est-à-dire elles ont l'impression qu'il faut un revenu minimum disponible qui serait autour de 4 000 euros par mois avant de commencer à investir. C'est l'équivalent de 45 000 euros par an. Ça, c'est une moyenne mondiale, mais ça. C'est une moyenne mondiale. Oui, mais pour ça la donne France, une mesure. C'est 4 300 euros sur le marché français. D'accord. Et si on met en perspective, c'est donc cette vision fausse, quelque part, qu'il faut un certain niveau disponible pour commencer à investir. Si on prend, par exemple, 30 euros par mois d'investissement, ces 10 dernières années, aujourd'hui, vous auriez 8 000 euros, dont plus de la moitié serait générée par des gains. Donc,
Beaucoup de femmes sont fumeuses. Je ne sais pas combien coûte un paquet de cigarettes, mais si vous voyez 30 € par mois, voilà. Donc c'est pour montrer un petit peu un parallèle sur cette vision fausse déjà du revenu disponible. L'idée des intérêts composés, de l'investissement programmé, ça fonctionne à merveille effectivement pour expliquer l'intérêt d'investir, même avec des petites sommes. Le deuxième point, c'est la perception du risque. Seulement 9% des femmes sont enclines à prendre un risque dans l'investissement. Et elles ont l'impression encore que investir est quelque chose de risqué. Et c'est oublier quelque part une erreur économique qui est réelle. On parlait tout à l'heure d'inflation, de hausse des taux et d'investissement. Que l'investissement, investir aujourd'hui, peut permettre notamment de contrebalancer certains risques, notamment celui de l'inflation. Garder finalement aujourd'hui un portefeuille en cash alors qu'on est sur une remontée du taux, c'est peut-être cela, prendre un risque. Ouais. Donc là, une mécompréhension finalement du système économique et de l'intérêt de l'investissement, justement pour combattre un certain risque, qui est là également. Il y a un risque à investir, c'est écrit dans tous les documents de toutes les... Non, mais il y a aussi un risque à ne pas investir également. Et puis on a bien de solutions d'investissement qui peuvent être... qui permettent de gérer le risque. Exactement. Et le dernier barrage, celui-là qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est que plus des 2/3 des femmes ne se sentent juste pas incluses dans le langage de l'industrie financière. Elles n'ont pas d'intérêt, elles ont l'impression que c'est pas quelque chose qui leur parle. Et c'est vrai que si on va un petit peu plus loin, en interviewant les gestionnaires d'actifs, 86% d'entre eux nous ont admis que leur client par défaut était un homme. Donc c'est vraiment toute ce dialogue, cette crise du dialogue qu'il faut renouer. Et c'est vrai ça, Anne-Laure ? Vous dirigez BNY Mellon. La CEO au monde de BNY Mellon est une femme. C'est vrai, l'industrie de la gestion d'actifs ne sait pas parler aux femmes aujourd'hui ? Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Je pense qu'il y a un mieux. Je pense qu'il y a une grande volonté à vouloir changer les choses. C'est vrai qu'on est encore très sous-représenté. On a besoin de recréer cette image avec l'industrie tout entière. Bon, heureusement, il y a beaucoup d'expériences positives. Là, vous avez un plateau qui est 100% féminin. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. J'ai une équipe, moi, à Paris, où j'ai l'inverse. J'ai 8 femmes sur 10 qui sont formidables, d'ailleurs. Et les hommes aussi, d'ailleurs. Non, mais ça... Allez-y, Anne-Laure. Mais moi, la question, c'est est-ce que la finance a un genre ? Est-ce qu'il y a une manière d'amener les femmes à l'investissement qui est différente peut-être du langage utilisé pour parler aux hommes ? Est-ce que les femmes viennent chercher quelque chose de différent dans l'investissement des hommes ? J'y viens justement. Ce qui est intéressant, c'est que pour que les femmes investissent, elles ont besoin que l'investissement résonne par rapport à leurs valeurs personnelles. Et si elles investissaient, elles voudraient qu'il y ait un impact avec ces valeurs-là. Donc, on va retrouver bien sûr une propension vers l'investissement responsable. Donc, nous, dans notre étude, on a à peu près 1800 milliards de dollars qui seraient investis directement dans l'investissement responsable. C'est colossal. Exactement. Bien sûr. C'est énorme. C'est presque le PIB de la France. C'est énorme comme montant qui peut être généré dans l'investissement responsable. Donc, il y a besoin de recréer ce dialogue. Donc, si les femmes avaient ce dialogue plus universel, ce langage de communication, elles se seraient été plus proches finalement de cette industrie. Il y a quand même cette impression que l'industrie est dominée par les hommes, donc d'où l'importance effectivement d'avoir des rôles modèles féminins. Une chose aussi qui est intéressante, c'est de savoir que ces femmes, si elles voyaient en face d'elles d'autres femmes qui investissent, notamment des femmes gérantes, seraient plus en confiance pour investir. Ouais.
Donc, voilà. Et concrètement, quels enseignements vous et quelles actions, quel type d'actions chez BNY Mellon est-ce que vous pouvez mettre en place? À quoi vous réfléchissez justement? Comment vous réfléchissez à ces sujets? Alors, il y a des comités diversité. Vous êtes co-chair du comité diversité de BNY Mellon. C'est quoi la feuille de route? C'est quoi les réflexions? Et c'est quoi les actions demain qui permettront de renouer, comme vous dites, ce lien de confiance dont on a besoin entre la gestion d'actifs, l'investissement et les femmes? Sur les femmes en particulier, il y a 3 actions que chez BNY Mellon, nous voulons mettre en place. D'une part, c'est travailler à l'origine de cette mécompréhension des femmes, donc aider même des jeunes femmes à être éduquées sur le langage de l'investissement, à repenser le langage de l'investissement. Donc on a des partenariats qui vont être globaux au niveau de l'industrie financière pour former ces femmes. On a fait un partenariat avec Inspiring Girls. On veut absolument agir au niveau de l'industrie. On a d'ailleurs, c'est assez parlant, si vous voyez, donc le symbole de l'industrie financière, c'est quand même Wall Street. Et nous, ce que l'on veut, c'est enlever le W et que ce soit All Street. Donc la vraiment, rue pour tout le monde, l'investissement pour tous. Voilà, vraiment inclure, être beaucoup plus inclusif dans le dialogue. Donc on veut travailler avec toute l'industrie financière pour renouer ce dialogue. Et puis bien sûr, au sein de notre organisation, inciter les femmes à prendre parole, à être plus présentes, à montrer, à être des rôles modèles dans l'industrie, en interne et en externe. Et puis, bon, bien sûr, avec notre comité d'inclusion, ce que l'on veut, c'est vraiment aider certaines femmes à pouvoir à gérer leur carrière, à monter un petit peu plus dans les seniorités. On a aujourd'hui une femme CEO, on a une certaine bonne représentation dans nos comités exécutifs de femmes, mais on a encore beaucoup à faire, on a beaucoup d'améliorations à faire. Il faut aider les femmes à réussir à élever cette voix finalement et dans cette industrie. Donc ce ça n'est commence pas une déjà chasse par à l'homme. mais ça commence déjà par plus de diversité dans l'industrie et une représentation féminine plus importante. Et des rôles modèles, et des exemples, et voilà, et avoir un langage même peut-être plus simple. Donc pouvoir... bye Warren Buffett, il faut trouver quelqu'un d'autre pour remplacer la figure tutélaire de l'investissement. Christine Lagarde, il y a beaucoup de femmes. On a heureusement des femmes extraordinaires dans l'industrie, mais et surtout cette impression que c'est accessible à toutes et pas simplement à certaines. Merci beaucoup Anne-Laure d'être venue nous parler de ce sujet. Le message est bien passé et entendu. Anne-Laure Frischlander-Jacobson qui est avec nous en plateau pour cette grande question sur l'investissement et les femmes et comment mieux inclure, comment la gestion d'actifs peut-elle mieux inclure demain les femmes dans les problématiques d'investissement. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, je le rappelle, directrice générale de BNY Mellon IM en France. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.